Bonjour Jérôme. Bonjour Perrine. Ça fait déjà 1 an qu'on a enregistré notre premier épisode ensemble. Incroyable. C'est incroyable. Ce qui s'est passé en cette année, là, c'est à la fois un ralentissement de l'histoire et comment dire, une accélération de l'histoire. C'est incroyable. Ah oui, j'ai tout à fait ce paradoxe du temps en tête pour retracer cette année. C'est quand même une période incroyable pour l'interroger en tout cas. Exactement. Donc toi, tu t'engages politiquement, professionnellement, personnellement. Et en juillet 2020, ton Canary Call invitait à affirmer plus ce que sont nos libertés, droits et devoirs numériques. Tu militais pour une déclaration des droits de l'homme face ou avec le numérique. Qu'as-tu entrepris depuis notre épisode ensemble dans ce sens ? Alors, au risque de te décevoir, je n'ai pas écrit cette déclaration des droits de l'humain numérique. Mais en revanche, j'y ai beaucoup travaillé. C'est vrai que quand tu es venu me voir, je crois que c'était à la sortie du premier confinement, je commençais à peine à défendre ces quelques chauffeurs Uber contre Uber. Aujourd'hui, je me rappelle. Voilà, aujourd'hui j'en défends plus de 300 devant le Conseil de prud'homme de Paris en requalification. J'ai déposé la semaine dernière ma 4e plainte devant la CNIL pour non-respect du RGPD contre Uber. Voilà, donc ça m'a bien occupé. Mais au-delà de ça, j'ai aussi mené une réflexion plus globale avec cette crise sanitaire qui n'en finit pas sur notre société. Justement, qu'as-tu appris en cette période si particulière sur le monde, sur toi, sur les autres ? Alors je sais pas si j'ai appris parce que c'est difficile d'en tirer les enseignements alors qu'on y est encore, tu vois, en plein dedans. C'est vrai. Mais j'ai lu un essai qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est Thierry Ribaud, un chercheur en sciences sociales, qui dénonce cette société de la résilience. Et ça m'a énormément parlé parce qu'en fait, sa thèse, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de fabriquer une société du renoncement, du consentement à toutes les crises, sans s'interroger sur les causes. On plie sans se rompre, on consent à porter des masques, à se confiner. On est dans une résilience, c'est-à-dire qu'on consent à un avenir incertain et même au pire. On consent au pire, sans véritablement s'interroger sur les causes qui nous mènent à cette société qui empire. Et moi, franchement, ça me parle parce que je ne suis pas prêt à me résigner, à me résilier. Voilà. Moi, je suis plutôt encore dans cette démarche de me révolter. Voilà. Et je me suis dit oui, je ne veux absolument pas aller vers cette société de la résilience. Je veux aller vers encore cette société de la révolte personnelle, intime ou collective. Et quels sont tes nouveaux sujets de révolte ? Alors, depuis la fois dernière, mes sujets sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire m'engager socialement dans des causes associatives. Mais j'ai fait le pari un peu de la politique. Voilà. Et je me suis engagé en politique, alors de façon bien petite, puisque je suis un des candidats sur une liste où il y a de très nombreuses personnes et je ne suis pas le chef de file. Je suis même le dernier de la file candidat aux élections régionales en Île-de-France. Mais ça a répondu quand même à mon questionnement qui était de savoir comment on peut, à mon âge, après avoir vécu 20-25 ans d'engagement associatif, est-ce que la politique est un prolongement d'engagement associatif ? J'en ai pas la réponse, mais j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre mode démocratique, voilà, dont les partis sont un élément.
mais je ne crois pas que ça corresponde encore à mon attente, qui est de plus encore m'impliquer pour une société meilleure. Est-ce que je trouverai un jour le bon médium, voilà, le bon moyen d'arriver à faire que collectivement nous puissions améliorer ce monde que l'on dit empiré. Donc, si je comprends bien, tu es passé à l'action sous une nouvelle forme via la politique. Ouais. Et là, tu es déjà en train de tirer les leçons en te disant ça suffit pas encore à exprimer la révolte que j'ai envie de porter et à déclencher les changements que je veux. Oui, d'un autre côté, je suis pas allé à la fin d'un parcours politique parce que je ne serai pas élu. Donc, je pense que quand même faire de la politique, c'est d'être élu, répondre à un mandat. Mais je me pose la question d'ici 2022, quelles seraient mes formes d'engagement ? Est-ce que du coup, c'est continuer ce que j'ai toujours fait ou m'engager en faveur en vue d'un mandat, en vue dans le cadre d'un parti politique, voilà. Est-ce qu'il faut sortir de cette société civile qui est un peu la tarte à la crème de tous les partis politiques, hein, on est un peu le prétexte ou la bonne cause, hein, tout le monde, toutes les listes veulent avoir des représentants des sociétés civiles, mais je me pose la question de savoir comment en tant que représentant de la société civile on peut faire de la politique. Donc là aujourd'hui tu t'engages via tes actions politiques, via ton métier d'avocat engagé avec Métallo, via des investissements associatifs, et tu cherches, t'es encore à l'écoute, en recherche de nouvelles voies pour agir. Oui, j'ai un peu l'impression que c'est une éternelle interrogation sur le sens des actions qu'on peut entreprendre. Moi, ce qui me fait énormément plaisir, c'est aujourd'hui de travailler sous la forme de collectif. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de monter une coopérative pour des chauffeurs VTC et je trouve ça extraordinaire. Au-delà du combat judiciaire, au-delà du combat syndical, d'être dans la création d'une organisation qui a pour objet d'organiser un travail, un emploi, une activité, mais de façon commune, collective, voilà. Et quand je m'adresse à ces personnes qui sont 500, ils sont 500 à vouloir monter ensemble une coopérative de chauffeurs VTC, j'ai l'impression de renouer avec des choses ancestrales qui sont le fait de se réunir, de travailler ensemble, de poursuivre la même cause, à des fins immédiates, c'est-à-dire alimentaires, de construire son propre emploi, mais également de renouer avec une sorte d'éducation populaire, d'action collective syndicale. Voilà. Moi, je trouve que ce qui est aujourd'hui très très important et ce qui est très moderne, c'est justement de faire corps. Finalement, tu fais rejoindre tous les axes de tes engagements et de tes savoir-faire avec cette action de coopérative de VTC, ce qui a la dimension légale, de structuration, de type d'enveloppe juridique de société. Il y a la dimension politique aussi, c'est une entreprise politique. Oui, c'est global, c'est peut-être ça en fait que j'arrive pas encore à trop percevoir, mais tout tend vers la même fin en fait. Voilà, tout tend vers la même fin. Parce que c'est l'instrument juridique au service d'un collectif, d'un nouveau mode de gouvernance et quand même d'une économie. Une économie alternative. Je promeus la coopérative, je promeus l'économie sociale et solidaire, et je promeus aussi une manière de faire autrement société, et de faire société avec des personnes qui se sentent exclues de cette société.
Voilà. Quand j'explique la coopérative à des gens qui n'ont aucune idée du droit, aucune idée de comment se peut se structurer une société traditionnelle et encore moins une société coopérative, j'ai vraiment l'impression de poser un acte politique. Ouais. Moi, je suis vraiment très sensible à cette approche que je trouve à la fois visionnaire, inspirée et par un objectif au-delà de toi et qui est un objectif d'impact, mais en même temps très réaliste, très concrète, qui répond aussi à des besoins primaires d'une population qui a des besoins et qui rend des services dont on a besoin d'ailleurs. Exactement. Et ce qui est intéressant, tu vois, par exemple, c'est que cette coopérative pourrait développer une activité où Uber n'est pas, où les plateformes ne sont pas, c'est-à-dire une activité de transport au bénéfice de personnes handicapées ou de personnes âgées. Cette offre n'existant pas. Donc en fait, oui, c'est ça. C'est comment sur le terrain on arrive à porter un sujet qu'on porte devant les tribunaux, que je porte devant le Parlement, que je porte devant le gouvernement, mais qui au bout du compte n'existe que parce qu'il est porté par des vrais gens. Voilà. Merci pour ce partage. Je trouve qu'il ouvre la porte de possibles pragmatiques, concrets, qui répondent aussi, qui montrent que tout de suite on peut faire des choses qui répondent et à l'axe économique et à la dimension humaine et à la dimension plus inspirationnelle, politique, visionnaire. Donc c'est marrant ce que tu me dis. Merci d'avoir saisi ça parce que du coup c'est dans la manière dont tu l'énonces que je me réassure en quelque sorte de ce que je fais. Chouette. Et parmi tes multiples activités, tu nous fais l'honneur de régulièrement aussi participer à la communauté des Canaries, des invités du podcast. Est-ce qu'il y a un épisode, un Canari qui t'a touché particulièrement, qui t'a inspiré dans tes actions? Oui, beaucoup. Alors, j'ai pas pu écouter tous, mais au-delà des Canaries, moi, ce que j'ai surtout, j'ai écouté des personnes, mais j'ai surtout rencontré des personnes, et tu nous as permis, à travers les dîners que tu organises ou les événements, de rencontrer les gens en vrai. Et c'est vrai que j'ai noué une relation un peu particulière très professionnelle, mais très particulière avec Hortense Aran, parce qu'elle-même m'a poussé à monter cette grande saison juridique, enfin, inconsciemment, puisqu'elle ne l'a pas demandé, mais c'est moi qui, en écoutant son podcast, me suis dit, j'aimerais bien travailler la question de la transition dans le secteur alimentaire et dans la production agricole. Oui, donc, parce que Hortense, de l'épisode 7, a lancé, cofondé Fleurs d'ici, avec une solution numérique qui permet de distribuer des fleurs locales partout en France. Et c'est quelque chose qui me titillait, mais qui m'a paru évident en l'entendant, et du coup je me suis lancé à fond dans la création de cette saison juridique. Qu'est-ce que c'est que cette saison juridique ? Une saison juridique, c'est pendant 6 mois, on va organiser des webinars, puisqu'on peut plus se voir en vrai, sur des grands thèmes, en invitant des universitaires, des hommes politiques, des entrepreneurs, le monde associatif. Et on interroge des grands sujets. Les grands sujets que j'ai interrogés, c'était la terre est-elle un commun ? Est-ce que les nouvelles technologies, est-ce que la data va remplacer le paysan ? Allons-nous tous devenir des locavores, c'est-à-dire des gens qui mangent locaux et qui mangent local, et qui produisent local, voilà. Donc cheval de bataille aussi de Fleurs d'ici. De Fleurs d'ici. Et donc Hortense m'a fait le plaisir de participer à ces ateliers. Et voilà, donc c'est une belle rencontre que j'ai faite grâce à toi et à l'ensemble des Canary Call. Grâce à vous, avant tout, ces beaux actions qui inspirent les épisodes. Donc j'espère que ça donne plein d'envie aussi et d'idées à d'autres de s'engager via leur activité économique. Non, mais comme tu le sais, moi je rêve d'une académie des Canaries, d'une académie des Canaries. Je pense qu'il faut qu'on se fonde en école ou en institution, en quelque chose en tout cas, en phalange, je sais pas. Parce qu'il faut vraiment
il y a vraiment, t'as réussi à créer une sorte d'amitié bienveillante entre tous. Eh bien, merci pour ce retour, volontiers pour cette Académie des Canaries. Pour conclure, Jérôme, y a-t-il une œuvre, un artiste qui t'a particulièrement touché dernièrement ? Oui, je suis allé voir avec mon fils l'exposition à la Philharmonie sur cette photographe extraordinaire qui a peint l'humanité tout entière et qui ensuite a peint la nature. Il s'est d'abord interrogé pendant des années, des décennies entières sur les populations migrantes. Il a photographié. Il était là au Rwanda. Il était là lorsque en Éthiopie, voilà. Et il a eu tout un processus qui, au bout de plusieurs décennies, d'aller documenter ce qu'est l'humain. Il documente aujourd'hui ce qu'est la nature. Et la nature, pour lui, dans cette exposition, c'est l'Amazonie et les peuples d'Amazonie. Et donc, c'est un photographe extraordinaire. Donc, tu parles de Salgado Amazonia ? Ah oui, je parle de Salgado Amazonia. Et en effet, on peut encore voir l'exposition jusqu'au 31 octobre 2021. Il faut absolument y aller. En plus, c'est une exposition musicale, donc qui est en fait une composition de Jean-Michel Jarre, qui a pris quand même des bruits de la nature, des bruits ou des sons ou de la musique autochtone, et qui en fait une sorte de symphonie, et donc marier l'image à la musique, c'est quand même un pari assez réussi. On est complètement immergé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on peut y rester très longtemps dans cette Amazonie, ce poumon de la Terre, et avec bien entendu cette information qui nous est vraiment révélée, c'est-à-dire que on tue ces peuples, on abat ces arbres, et c'est le même monde, hein, c'est notre monde qui commet ces 2 crimes horribles. Voilà. Quand on tue un arbre, on tue un homme, on tue une femme, on tue un enfant. Et quand on tue un enfant, on tue un arbre. Alors, merci pour tous ces messages. Et bonnes vacances, Jérôme. Ah oui. À la rentrée, on se revoit. Avec joie. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.